Vous êtes coincé sur l'autoroute A6 entre Évry et Massy, à 11 heures du soir, réservoir au quart, radio silencieuse depuis 2 heures. Devant vous, aussi loin que portent les phares, une colonne immobile de métal et de panique. Vous avez décidé de fuir comme tout le monde, et c'est exactement pour ça que vous allez mourir. L'effondrement ne commence pas avec une explosion. Il commence avec une rupture d'approvisionnement, une panne prolongée, une fermeture bancaire qui dure un peu trop longtemps, et soudainement chaque habitant de votre ville a exactement le même plan. Partir. La 1, la 6, la 10, peu importe, elles deviennent toutes le plus grand embouteillage du monde, remplies de gens en colère qui réalisent trop tard que leur plan de survie était une condamnation à mort. Pas une erreur de timing, une erreur structurelle, celle de croire que tout le monde peut fuir en même temps par les mêmes routes. 12 millions de personnes autour de Paris, 6 autoroutes principales, 72 heures d'embouteillage minimum. Sauf que vous n'avez pas 72 heures, vous avez peut-être 6 heures avant que les stations-service soient à sec. Décembre 1999, la tempête Lothar traverse la France à 120 km/h. 3 millions de foyers sans électricité, routes bloquées, réseaux coupés, et c'était prévisible, météorologique, localisé, coordonné par l'État. Maintenant, imaginez ce même scénario sans alerte, sans coordination, sans chronologie connue. La panique dans les supermarchés devient violence dans les rues. Ce trajet de 2 heures jusqu'à la maison familiale en Bourgogne devient un cauchemar de 3 jours, qui finit avec vous abandonnant votre voiture et marchant dans la nuit avec ce que vous pouvez porter. Spoiler, vous n'y arrivez pas. L'industrie du survivalisme vous a vendu des sacs à dos, des couteaux tactiques, des rations de survie préemballées, et une idée fondamentalement fausse de ce qu'est la préparation réelle. Elle vous a vendu la fuite comme la réponse universelle parce que fuir nécessite d'acheter du matériel. Rester nécessite de comprendre. Et comprendre ne génère pas de commission d'affiliation. Voici la vérité contre-intuitive que personne ne vous vend. Quand 10 millions de personnes évacuent, elle laisse derrière elle l'infrastructure de 10 millions de personnes. Des bâtiments vides, des équipements abandonnés, des systèmes fonctionnels que personne n'utilise parce qu'ils sont trop occupés à mourir sur l'autoroute. L'occupation stratégique bat l'évacuation paniquée à chaque fois, sans aucune exception. Voici le point que je ne peux pas expliquer complètement dans cette vidéo. Il y a un facteur unique qui déterminera si vous tenez les premières 48 heures ou si vous rejoignez la statistique de ceux qui ont paniqué trop tôt. Je l'ai documenté dans la recherche de survie. Lien dans la description. Mais laissez-moi vous montrer les 3 lieux que vos voisins vont abandonner. J'ai passé 2 ans à auditer l'infrastructure urbaine française, des évaluations de défendabilité, des points d'accès à l'eau, des réserves médicales dissimulées, des capacités de communication alternatives. Et j'ai trouvé 3 catégories de lieux qui se transforment de biens immobiliers banals en forteresses de survie au moment exact où l'exode commence. Des endroits devant lesquels vous passez 1000 fois sans les remarquer. Des endroits que les pillards ignoreront. Des endroits qui offrent tout ce dont vous avez besoin. Eau, médicaments, communication, défense. Forteresse 1, le trône vertical que personne ne veut. Premier arrêt, les immeubles de bureaux commerciaux ordinaires, pas les tours de la Défense avec leurs lobbies en marbre. Je parle des structures oubliées de 5 à 8 étages abritant des cabinets d'avocats régionaux, des agences d'assurance, des sociétés de conseil que vous n'avez jamais entendues. Ces bâtiments sont partout. Chaque ville française en possède des dizaines. Quand le chaos éclate, les gens ciblent les pharmacies, les supermarchés, les armureries, les stations-service. Personne ne force la porte de Moreau et associés experts comptables rue de la République, et c'est exactement pour ça qu'ils sont parfaits. La plupart de ces bâtiments ont exactement 2 voies d'accès, une cage d'escalier et une gaine d'ascenseur, 2 points d'entrée. Comparez ça à une maison pavillonnaire avec 12 fenêtres, 2 portes, un garage et une entrée de cave. Vous barricadez la porte de l'escalier au rez-de-chaussée avec des armoires et des bureaux empilés. Vous venez de transformer un bâtiment de 8 étages en château médiéval avec un seul couloir canalisé. 2 personnes en rotation peuvent défendre une cage d'escalier indéfiniment. Essayez de faire ça avec un pavillon de banlieue. À 7 étages, vous observez le chaos avec des lignes de vue sur plusieurs rues. Quelqu'un veut vous atteindre, il grimpe 7 étages, fait du bruit, se fatigue et arrive épuisé exactement là où vous le voulez. Stop. Je dois être honnête avec vous. Ce que je viens de vous montrer, la logique de l'occupation stratégique versus l'évacuation paniquée, c'est ce que je peux montrer dans une vidéo YouTube. Mais il y a 3 analyses que je ne montrerai pas ici. Premièrement, l'évaluation complète des bâtiments. Comment analyser n'importe quelle structure en 15 minutes pour déterminer sa valeur défensive réelle, ses réserves cachées et ses points de vulnérabilité critiques. Deuxièmement, la cartographie des ressources. Comment identifier les caches d'approvisionnement dissimulées dans n'importe quelle ville française en utilisant uniquement des données publiques disponibles.
Troisièmement, le protocole de temporisation, exactement quand rester et quand se déplacer selon le type de crise, la météo, la densité de population et les signaux précurseurs autour de vous. Si vous ne regardez que cette vidéo, vous avez la surface. La recherche de survie vous montre la profondeur complète, plus énergie, communication, système thermique, purification de l'eau, un accès, toutes les recherches, pour toujours. Lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer l'eau sur le toit et la deuxième forteresse. Ces immeubles n'ont pas été conçus pour la survie, mais pour satisfaire les normes de sécurité incendie françaises. Et chaque ennuyeuse exigence de conformité a créé une infrastructure de survie que personne n'anticipe. Les systèmes sprinkler, anti-incendie, exigent des réserves d'eau conformément aux normes APSAD françaises. Les systèmes CVC nécessitent de l'eau pour le refroidissement, montez sur le toit, et vous trouvez des cuves de centaines, voire de milliers de litres, intactes. Portez cette eau à 100 degrés Celsius pendant 1 minute. Vous avez tué virtuellement tout ce qui peut vous nuire. La bactérie Legionella pneumophila, responsable de la légionellose, est présente dans de nombreux systèmes de climatisation et détruite à 70 degrés Celsius selon les normes sanitaires françaises. Ce n'est pas de la sagesse de survie, c'est de la microbiologie de base. 6 heures d'exposition solaire dans une bouteille transparente éliminent la plupart des pathogènes restants. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit, vraiment. Cette compréhension vous suffit. Ou voulez-vous la documentation complète? La recherche de survie vous montre ce que je ne peux montrer dans aucune vidéo. Positionnement urbain, énergie, communication, thermique, eau et tout ce qui vient. Lien ci-dessous. Continuons. Bienvenue dans votre forteresse verticale. Vous êtes vivant, défendu et hydraté, pendant que chaque personne coincée dans les embouteillages avance vers l'épuisement et les mauvaises décisions. Ces 3 longueurs d'avance au minimum et ces longueurs d'avance se transforment en survie, pendant que la panique transforme les autres en problèmes à résoudre. Forteresse. 2. Le stock médical que tout le monde oublie. Les cabinets dentaires privés et les cliniques vétérinaires indépendantes. Pas les urgences submergées, pas le grand CHU, où les pillards se battent pour la morphine. Je parle du cabinet du docteur Martin, dentisterie familiale dans la galerie commerciale. Du cabinet Rive Gauche vétérinaire en zone pavillonnaire. Les Français dépensent des sommes considérables pour 2 choses, des dents parfaites et des animaux soignés comme des membres de la famille. Cela a créé une infrastructure massive de petits établissements médicaux dispersés dans chaque quartier. Et pendant les 72 premières heures, tout le monde frappe les pharmacies, fracasse les vitrines, se bat pour du paracétamol et ignore complètement le jackpot médical à 3 rues de là. À l'intérieur de chaque cabinet dentaire, des anesthésiques professionnels, lidocaïne, articaïne, mépivacaïne. Des composés pharmaceutiques conçus pour bloquer complètement les signaux nerveux sur n'importe quel tissu. Vous devez suturer une blessure, extraire quelque chose d'incrusté dans la chair, pratiquer une médecine de terrain qui ferait perdre connaissance à quelqu'un de douleur. Vous venez de trouver vos fournitures. Les antibiotiques, amoxicilline, clindamycine, azithromycine, les chirurgiens dentistes en prescrivent constamment pour les infections. Il y a des stocks dans ces armoires que personne n'a encore touchés. Les cliniques vétérinaires stockent des solutions à large spectre parce que les animaux ne peuvent pas décrire leurs symptômes et que le vétérinaire doit se préparer à tout ce qui peut survenir. Les produits pharmaceutiques vétérinaires sont chimiquement identiques aux versions humaines, même structure moléculaire, mêmes mécanismes, mêmes effets thérapeutiques. Les seules différences sont l'étiquetage réglementaire, les calculs de dosage et les marges commerciales. Est-ce un conseil médical? Non. Est-ce de la logistique de survie basée sur des faits vérifiables? Oui. Voici ce qui tue la plupart des gens dans une survie prolongée. Pas la crise initiale, pas la famine. L'infection. Une coupure souillée, les bactéries se multipliant sans antibiotiques et stérilisation. Cette coupure devient une cellulite. La cellulite devient une septicémie. La septicémie, c'est la mort en 48 heures. Chaque cabinet dentaire dispose d'un autoclave, une chambre de stérilisation à la vapeur sous pression atteignant 121 degrés Celsius à un bar de pression. Dans ces conditions, vous tuez tout. Bactéries, virus, spores fongiques, stérilisation certifiée. Le même équipement que dans n'importe quel bloc opératoire. La plupart des survivants meurent 3 jours plus tard d'une blessure infectée, d'un couteau rouillé utilisé pour retirer un débris, d'une blessure enveloppée dans du tissu sale. Vous venez d'éliminer toute cette catégorie de morts. Des scalpels, pinces, ciseaux chirurgicaux de précision. Votre médecine de terrain vient de passer du médiéval au moderne. Les hôpitaux vétérinaires ont souvent des systèmes d'alimentation de secours, des générateurs, du carburant stocké, parfois des panneaux solaires, parce qu'on ne suspend pas une opération chirurgicale quand le réseau tombe, et personne ne garde ces endroits. Les pharmacies ont des griots de sécurité
Les hôpitaux ont des foules, mais le cabinet vétérinaire du docteur Renard est vide, silencieux, oublié. Quand les antibiotiques valent plus que l'or, vous êtes assis sur une fortune que personne ne savait qu'elle existait. L'ironie, c'est que les animaux avaient une meilleure infrastructure de soins que leurs propriétaires. Et maintenant, elle est à vous. Forteresse 3, le réseau fantôme qui reste en ligne, les clubs de radio amateurs et les dépôts de voirie des petites communes. Pas les grands centres techniques municipaux, les petits bâtiments d'infrastructures oubliés, clubs dans les zones industrielles, postes satellites de voirie communale, abris de maintenance d'équipements. Quand l'effondrement frappe, la communication meurt en premier. Les antennes relais ont une alimentation de secours pour peut-être 72 heures, puis elles sont mortes, batteries épuisées, générateurs à sec. Votre smartphone devient un presse-papier coûteux, sans appel, sans SMS, sans Internet, sans GPS. Vous êtes même dans un blackout informationnel complet, pendant que des décisions vitales se prennent à 5 km de vous, sans que vous en sachiez rien. Sauf pour les radios amateurs. Ces passionnés se préparent à cela depuis la guerre froide. Ils ont des équipements homologués par la NFR, l'Agence nationale des fréquences, des systèmes de diffusion à faible puissance, des réseaux d'antennes, des fréquences qui fonctionnent quand tout le reste tombe. Et ils ont construit des locaux physiques, avec des radios fonctionnelles, des schémas électriques, des instructions techniques, tout ce dont vous avez besoin pour apprendre sur le terrain en temps réel. La radio amateur, ce n'est pas du Wi-Fi, ce n'est pas dépendant des satellites, c'est une communication par fréquence radio directe qui fonctionne tant que vous avez de l'électricité et une antenne. Les panneaux solaires fonctionnent, les batteries de voitures fonctionnent, les générateurs à manivelle fonctionnent et vous transmettez à des centaines de kilomètres. Soudainement, vous coordonnez, vous collectez des renseignements, vous savez quelles routes sont bloquées, quelles zones sont hostiles, où se trouvent les ressources. L'information, c'est le pouvoir. Dans les scénarios d'effondrement, l'information, c'est littéralement la différence entre vivre et mourir. Les dépôts de voirie contiennent des générateurs de secours, du carburant stocké en quantité industrielle, du matériel de soudure, des outils professionnels, des matériaux de construction que vous n'aurez jamais accès à acheter en temps de crise. Vous ne survivez pas seulement, vous construisez et vous réparez. Les clubs radioamateurs sont construits sur des terrains en hauteur pour la transmission des signaux. Mais la hauteur, c'est aussi un avantage tactique absolu. Vous voyez les menaces approcher, vous repérez les opportunités, vous contrôlez le terrain dominant. Sagesse militaire ancienne, mais physique immuable. Combien de personnes savent où se réunit le club radio-amateur de leur commune? Personne ne le pille, parce que personne ne se souvient de son existence pendant que tout le monde se bat pour des générateurs à Leroy Merlin en rupture de stock depuis le premier jour. Vous entrez dans un bâtiment vide, allumez des interrupteurs, lisez la documentation technique, et soudainement, vous transmettez, connectez, informez, pas seul dans l'obscurité. L'immeuble de bureau vertical est votre château défensif avec de l'eau intégrée dans son architecture de conformité réglementaire. La clinique médicale est votre pharmacie et salle d'opération permanente. Le centre de communication est vos yeux, vos oreilles, votre relais vers le monde extérieur. Ce ne sont pas 3 lieux séparés, ce sont 3 nœuds d'un système intégré où le château vous donne la défense et l'eau, la pharmacie vous donne les soins et la stérilisation, et le centre de communication vous donne l'intelligence et la coordination. Ensemble, ils forment quelque chose qu'aucun bunker préfabriqué ne peut égaler, un réseau résilient construit à partir de ce que la ville a déjà bâti pour vous, à grands frais réglementaires depuis des décennies. Quand les camions de livraison arrêtent de circuler et que les rayons des supermarchés se vident, le groupe qui tient ces 3 points contrôle l'asymétrie de l'information dans un rayon de 5 km. Ils savent ce qui arrive, ils savent ce qui manque, ils peuvent se soigner, ils peuvent communiquer, ils ont de l'eau. Tout le monde d'autres improvise dans l'obscurité avec des ressources qui diminuent et une panique qui augmente chaque heure. Maintenant, soyons honnêtes sur ce qui ne fonctionne pas, parce que l'honnêteté est ce qui distingue l'analyse réelle du contenu conçu pour vous vendre de la peur. Cette stratégie a des limites réelles que vous devez comprendre avant de vous y fier. Si l'effondrement est chimique ou nucléaire, les considérations changent radicalement. Un immeuble de bureau n'est pas un abri nucléaire et les exigences de confinement sont fondamentalement différentes. La fenêtre de 15 minutes suppose que vous êtes proche de ces lieux quand ça arrive, pas à 3 heures de route sur une autoroute déjà saturée. Les stocks de la clinique vétérinaire ne sont pas infinis, ils s'épuisent. Après quelques semaines, vous avez besoin d'une stratégie de réapprovisionnement active et planifiée. Ces lieux ne sont pas des solutions permanentes, ce sont des ponts vers les premières semaines critiques pendant que les autres s'éliminent d'eux-mêmes dans la panique et les mauvaises décisions irréversibles. Ce que vous faites ensuite dépend de la nature et de la durée de la crise, mais vous serez encore là pour décider, ce qui n'est pas garanti pour la majorité de ceux qui ont suivi l'instinct du troupeau vers l'autoroute.
Ce que révèle chaque crise historique, c'est que les premières 48 heures sont décisives, non pas parce que les ressources manquent, elles manquent rarement dans les premières heures, mais parce que la panique détruit le jugement. Des gens normaux, des gens intelligents, des gens qui avaient des plans font des erreurs irréversibles dans les premières heures d'une crise parce qu'ils n'avaient pas de protocole, pas de lieu cible, pas de système déjà choisi, avant que l'urgence active les mécanismes de survie archaïques du cerveau. L'architecture de la survie urbaine, c'est d'abord une architecture cognitive, savoir où vous allez avant que la question se pose, pour que votre cerveau en état de stress n'ait pas à choisir entre 12 mauvaises options. Ces 3 lieux ne sont pas des destinations d'urgence, ce sont des destinations prédécidées qui deviennent automatiques quand tout le reste échoue. L'effondrement n'arrive pas, il est déjà là, lent, silencieux. Les chaînes d'approvisionnement se rétrécissent, le réseau électrique devient moins fiable, la confiance sociale s'effrite année après année. Revenez en août 2003. La canicule, 15 000 morts en France en 2 semaines. Pas de guerre, pas d'explosion, pas de catastrophe spectaculaire. Juste de la chaleur et des systèmes qui n'ont pas tenu. Des gens qui sont morts parce qu'ils n'avaient pas prévu que les voisins, l'État, les proches pourraient ne pas être disponibles quand la situation devenait vraiment critique. Quand ça casse vraiment, vraiment casse. Sortez et regardez votre ville. Ces immeubles de bureaux banals. Ce cabinet dentaire devant lequel vous passez en voiture. Cette zone industrielle avec le pylône radio. Ce ne sont pas des décors, ce sont des actifs stratégiques de l'infrastructure de survie qui se cache en plein jour depuis des décennies. La différence entre mourir sur une autoroute de province et prospérer dans les premières semaines d'une crise urbaine majeure. Vous avez 2 options maintenant. Vous pouvez continuer à alimenter l'illusion que fuir sera possible quand le moment viendra, que la route sera libre, que les stations seront approvisionnées, que le gouvernement coordonnera quelque chose d'utile pour vous personnellement. Ou vous pouvez décider de devenir l'une des rares personnes qui comprend réellement ce que signifie la préparation urbaine. Pas les gadgets tactiques, pas le pavillon à la campagne que vous n'avez pas, mais une compréhension profonde de l'infrastructure qui vous entoure déjà et que vous n'avez jamais vraiment regardée. 99% des gens regarderont cette vidéo, la trouveront intéressante et ne feront jamais une seule action concrète vers leur propre sécurité. Ils attendront que les conditions soient parfaites pour commencer à se préparer. Et quand les conditions seront parfaites, il sera beaucoup trop tard pour commencer quoi que ce soit. Je veux savoir quelque chose. Quel est le système dans votre préparation actuelle que vous savez être un point unique de défaillance? Logement, transport, nourriture, eau, communication, peu importe le domaine. Identifiez en un seul et mettez-le dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux et je vous dirai exactement combien de temps il lui reste avant de vous trahir au pire moment possible. Parce que le vrai travail de préparation commence par l'honnêteté radicale sur ce qui ne tient pas vraiment, pas par l'achat du prochain équipement tactique disponible en livraison express. Et les réponses que je reçois sur cette question révèlent toujours quelque chose d'important sur la façon dont les gens pensent réellement à leur sécurité. La plupart identifient immédiatement le bon problème, mais font tout pour éviter d'y penser parce que la solution demande un vrai effort, pas un achat rapide, et c'est exactement pour ça que la majorité ne sera pas prête quand ça comptera vraiment. Et si cela a changé votre façon de penser le positionnement stratégique urbain, abonnez-vous, pas pour moi, parce que c'est ainsi que vous continuez à recevoir des recherches que personne d'autre ne publie, des données vérifiées sur les systèmes réels et l'infrastructure existante que vous ne trouverez pas dans les contenus de peur conçus pour vendre des équipements. Et si vous connaissez quelqu'un qui mérite d'entendre ça, le like est la façon dont l'algorithme trouve cette personne et lui donne accès à cette information, avant que la situation se détériore davantage. Aussi simple que ça, voilà comment ça fonctionne vraiment. La physique ne fait pas de compromis. Restez curieux, restez indépendant, restez vivant, toujours.